La première chose que sa famille a voulu savoir sur moi n'était pas si j'aimais leur fille. C'était ce que je possédais. Je me suis présenté avec une veste simple et une vieille montre. Et ils m'ont traité comme si je m'étais trompé de pièce. Son père a levé son verre et m'a traité de raté sans le sou. Quand le Nora a pris ma défense, sa mère lui a donné une gifle devant tout le monde. Je l'ai rattrapée avant qu'elle ne tombe. Puis j'ai posé ma carte black sur la table. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je possédais le restaurant, l'hôtel juste au-dessus, et une chaîne hôtelière qui dégageait près de 900 millions de dollars par mois. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce n'est pas de voir leur visage pâlir. C'est de réaliser qu'ils auraient continué à nous humilier s'ils avaient pensé que j'étais toujours quelqu'un d'ordinaire. J'avais l'habitude de penser qu'être sous-estimé était une chose qu'un homme finissait simplement par dépasser en grandissant. Mais cette nuit-là m'a appris le contraire. Certaines personnes ne vous méprisent pas parce qu'elles vous connaissent. Elles vous méprisent parce que votre silence leur laisse l'espace nécessaire pour inventer qui vous êtes. Avant de commencer, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Puis restez avec moi, car ce qui s'est passé après ce dîner a été bien pire que l'humiliation. La première chose que son père a voulu savoir sur moi n'était pas mon nom. C'était ce que je possédais. Je l'ai appris plus tard, mais avec du recul, j'aurais dû le voir venir dès le départ. Ce jeudi soir-là, je rentrais en voiture à Charleston après avoir visité l'un de mes hôtels sans que personne ne sache que j'en étais le propriétaire. J'aime faire cela. Pas de costume, pas d'assistant, personne pour m'ouvrir les portes comme si j'étais fait de verre. Juste moi, une veste simple et l'odeur du café s'échappant de la salle de pause du personnel. Un agent d'entretien plus âgé, nommé Earl, m'a arrêté près de l'entrée arrière. « Monsieur Mercer », m'a-t-il dit doucement, « cette nouvelle installation de la cafétéria que vous avez approuvée, les gens l'apprécient vraiment. » Il ne l'a pas dit pour m'impressionner. Il ne savait même pas ce que ces mots signifiaient pour moi. Content que cela ait aidé, lui ai-je répondu. Ce genre de remerciement comptait plus pour moi que n'importe quel titre de journal. Les gens pensent toujours que l'argent vous donne envie d'être vu. Pour moi, cela a fait tout le contraire. J'avais passé des années à faire de Mercer Hospitality une entreprise dont on chuchotait le nom dans les conseils d'administration. Des montants à 9 chiffres transitaient chaque mois par des hôtels, des restaurants et des salons privés, mon nom étant dissimulé derrière des holdings. Mais à la maison, j'étais toujours le fils cadet. Grady était le fils impressionnant, élégant, l'avocat à la cravate parfaite et doté d'une voix en laquelle les gens avaient confiance avant même qu'il ne finisse sa phrase. J'étais le silencieux, celui qui préférait les cuisines au country club. Celui que ma famille décrivait d'un haussement d'épaule, il s'en sort bien. C'était leur phrase préférée pour me décrire. Mon téléphone a sonné alors que je traversais le pont en direction du port. Le nom de Lenora s'est affiché sur l'écran et j'ai souri avant de répondre. « Salut », ai-je dit, « ça va ?» Elle a soupiré doucement, trop doucement. « Mes parents veulent dîner samedi. » J'ai gardé les yeux sur la route. Cela a l'air officiel. « Ça l'est » a-t-elle dit, puis elle a marqué une pause. « Ils veulent te rencontrer avant que nous n'annoncions quoi que ce soit. » Voilà. Pas de la joie, pas de l'excitation, un test. Est-ce qu'ils s'inquiètent pour moi? Ai-je demandé, ou est-ce que je les embarrasse? Elle n'a pas répondu assez vite. Ce silence m'en a dit plus que n'importe quel discours. Kylian, a-t-elle dit, ils sont juste exigeants. Ce mot a fait beaucoup de ravages dans les familles riches. Exigeant signifie prompt à juger avec de bonnes manières. Qu'est-ce que tu leur as dit que je faisais? Ai-je demandé. J'ai dit que tu travaillais dans l'hôtellerie-restauration. C'est vrai. Et que tu es calme, réservé, que tu essaies de construire quelque chose par toi-même. J'ai presque ri, mais le rire est resté coincé dans ma poitrine. Essayer de construire quelque chose. J'avais plus de 40 propriétés réparties sur 5 États et 3 autres ouvraient avant Noël. Mais je comprenais pourquoi elle l'avait formulé ainsi. Lenora n'avait pas honte de moi. Elle avait peur d'eux. C'était pire. Alors, ils pensent que je suis un employé de restaurant avec de l'ambition, ai-je dit. Elle a chuchoté, je ne voulais pas que ça sonne ainsi. Je sais. Un autre silence s'est installé entre nous. Puis j'ai dit, laisse-les rencontrer exactement celui qu'ils pensent que je suis. Kylian, tout va bien. Mais rien n'allait bien. Pas vraiment. Après avoir raccroché,
j'ai roulé le long de l'eau au lieu de rentrer directement chez moi. Les réverbères étaient déjà allumés, brillant à travers les chênes verts, et Charleston offrait ce calme de fin d'automne qui rend tout plus doux qu'il ne l'est en réalité. J'ai repensé à Grady, il y a des années, debout dans la cuisine de nos parents, alors que je parlais d'acheter mon premier petit restaurant. « Tu penses trop petit », avait-il dit. « Tu n'imposeras jamais ton autorité dans une pièce. » Ce qu'il y a de drôle avec les pièces, c'est que j'ai fini par en posséder énormément. Pourtant, cette phrase est restée. L'après-midi suivant, j'ai fait mes bagages pour le week-end moi-même. Pas de chauffeur, pas de bagages sur mesure. J'ai choisi des chaussures simples, une veste bleu marine unie que je portais depuis des années, et ma vieille montre en argent. Le bracelet était éraflé. Le cadran présentait une infime rayure près du chiffre 6. Le Nora m'avait demandé un jour pourquoi je la portais encore. Parce qu'elle fonctionne toujours, lui avais-je répondu. Cette réponse dépassait le cadre de la montre. À 18h, je me suis enregistré dans l'un de mes propres boutiques hôtels sous une réservation privée. Le jeune voiturier m'a à peine regardé lorsque je me suis arrêté à bord d'une modeste berline de location. Un SUV noir s'est garé derrière moi, et il s'est précipité en m'ignorant, comme si le statut social avait une odeur. Je lui ai quand même laissé un pourboire. À l'étage, la suite était calme. Pas le Penthouse, juste une chambre d'angle donnant sur la rue latérale. J'ai posé ma veste sur une chaise et je me suis assis sur le bord du lit. Un message est arrivé de Lenora. Maman demande si tu as un smoking. J'ai souri, puis j'ai lu la deuxième ligne. Papa a demandé ce que tu possèdes exactement. Une minute plus tard, un autre message est arrivé. Celui-ci venait de Grady. Tu vas vraiment à ce dîner habillé comme un serveur fauché. Tu n'apprendras jamais, petit frère. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. Il y a des insultes dont on peut rire. Et puis il y a celles qui vous touchent au plus profond. Sur la petite table à manger, une serviette en lin bleu marine avait été pliée à côté du plateau d'accueil. Je l'ai prise et l'ai pliée une fois avec soin, bord à bord. Peut-être par habitude. Peut-être par besoin de contrôle. Peut-être avais-je simplement besoin qu'une chose reste droite dans cette pièce. Je n'avais aucune idée qu'à la fin de ce dîner, quelqu'un giflerait la femme que j'aimais juste devant moi. J'aurais dû m'en aller dès l'instant où j'ai vu la façon dont il me regardait. Le samedi soir, j'avais déjà décidé de ne pas me justifier. Ce n'était pas de l'orgueil. C'était de la collecte d'informations. Les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils pensent que la personne en face d'eux n'a rien à leur offrir. J'ai quitté l'hôtel un peu après 18h dans la même voiture de location. Le ciel au-dessus de Charleston a pris la couleur de l'étain ancien, et les rues près de King Street se remplissaient de couples, de touristes et d'hommes en veste sur mesure marchant comme si le trottoir leur appartenait. Le steakhouse se trouvait dans un bâtiment en briques restauré, orné de lanternes à gaz à l'entrée, avec un pupitre d'accueil si bien ciré qu'il renvoyait à un homme le reflet de ses propres insécurités. Je me suis garé le long du trottoir, je suis sorti et j'ai ajusté la manche de ma veste bleu marine. Le voiturier m'a regardé, puis a regardé au-delà de moi. 2 SUV noirs se sont garés derrière ma voiture. Le jeune homme s'est redressé comme si on l'avait branché sur un fil électrique. « Bonsoir, monsieur », a-t-il dit au conducteur derrière moi. Je lui ai quand même tendu mes clés. « Vous pourrez garer la mienne quand vous aurez un moment. » Il a scié, embarrassé. Bien sûr. Je ne me suis pas vexé. Dans mon métier, j'avais formé des centaines de jeunes employés. La plupart des gens ne vous ignorent pas par cruauté. Ils vous ignorent parce que quelqu'un leur a appris qui avait de l'importance. À l'intérieur, l'hôtesse a vérifié mon nom à 2 reprises. « Merci » a-t-elle demandé. C'est exact. Ses yeux ont glissé sur mes chaussures, ma veste, ma vieille montre en argent. Pour le salon privé des Ashcombe. Oui, madame. Cette seconde de doute était minime, mais je l'ai ressentie. Un homme apprend à reconnaître le moment où on le jauge. Elle m'a conduit à l'étage, ses talons claquant sur le bois. Les murmures provenant du salon privé se sont estompés dès que je suis apparu dans l'encadrement de la porte. Lenora m'a vu la première. Un soulagement a traversé son visage. Puis de l'inquiétude. Elle s'est levée à moitié, comme si elle voulait venir vers moi, mais savait que sa mère la surveillait. Thaddeus Ashcombe était assis en bout de table, les épaules larges, les cheveux argentés,
un homme taillé pour les portraits officiels et les conseils d'administration. À ses côtés, Vivien portait des perles et une robe crème pâle qui la rendait plus douce qu'elle ne l'était en réalité. « Kylian » a dit Thaddeus en se levant. Sa poignée de main était ferme, mais pas chaleureuse. Cela ressemblait moins à une salutation qu'à une vérification du poids d'un fruit sur un marché. « Ravi de vous rencontrer enfin », a-t-il dit. De même, a souri Vivien. Le Nora nous a dit que vous travailliez dans la restauration. Pas posséder, pas bâtir, mais travailler dans. Je passe la majeure partie de mon temps à m'assurer que les clients repartent satisfaits, ai-je dit. Un homme à la droite de Thaddeus a gloussé. C'est une façon de voir les choses. Les doigts de Lenora se sont crispés sur sa serviette. Vivien a fait un geste vers la table. Nous vous avons réservé une place. Elle se situait près de la porte de service où les serveurs passaient derrière la chaise toutes les quelques minutes. Pas assez impoli pour s'en plaindre, pas assez attentionné pour ne pas le remarquer. Je me suis assis. Une serviette en lin bleu marine reposait à côté de mon assiette. Je l'ai dépliée avec soin et l'ai posée sur mes genoux, lissant le pli d'un doigt. Quand les gens veulent vous rabaisser, ils vous surveillent pour voir si vous bronchez. Le dîner a commencé poliment. C'était la partie dangereuse. Les familles cruelles commencent rarement par la cruauté. Elles commencent par la météo, le vin, les voyages, les affaires, en répétant qu'elles ne veulent que le meilleur. Lenora tentait de garder une conversation légère. Elle a posé des questions sur la rénovation de Broad Street, sur une exposition de musée, sur le pianiste du rez-de-chaussée. Chaque fois qu'elle ouvrait une fenêtre, son père la refermait. Alors, Kylian, a dit Thaddeus alors que le serveur versait le vin. Que apportez-vous exactement à un mariage? La pièce s'est tue. Vivien a laissé échapper un rire étouffé. Thaddeus, non. Je suis sérieux. L'amour est formidable, mais l'amour ne paie pas les impôts fonciers. Quelques personnes ont souri dans leur verre. J'ai regardé Lenora. Son visage s'était figé. Je n'ai jamais pensé que l'argent était la chose la plus importante qu'on puisse apporter dans un foyer, ai-je dit. Thaddeus s'est adossé à sa chaise. Cela ressemble à ce que disent les hommes qui n'en ont pas beaucoup. Les mots sont tombés de façon nette. Pas fort, pas désordonné, juste tranchant. Avant que je ne puisse répondre, Vivien a penché la tête vers sa fille. Lenora aurait pu épouser des chirurgiens, des investisseurs, ou même le fils d'un sénateur si elle l'avait voulu, mais elle a toujours eu un cœur trop tendre, cherchant à réparer les gens. Lenora a posé sa fourchette. Il n'a pas besoin d'être réparé. Le sourire de Vivien s'est durci au coin des lèvres. Ne sois pas dramatique, ma chérie. Ce mot, ma chérie, prononcé comme on tire sur une laisse. Un serveur s'est approché avec un autre plateau. L'un des invités a bougé soudainement, heurtant son coude. Une fourchette a glissé, un verre a basculé et, sans réfléchir, j'ai attrapé le bord du plateau avant que le vin ne se déverse sur la robe de Vivien. C'était de l'instinct. Des années passées dans les cuisines et les salles à manger éduquent vos mains avant même que votre esprit ne s'en rende compte. Le serveur s'est figé. Merci, monsieur. À l'autre bout de la pièce, le directeur général, Dorian Val, a levé les yeux. Nos regards se sont croisés le temps d'un souffle. La reconnaissance a brillé dans ses yeux. Je lui ai fait un infime signe de tête négatif. Pas encore. Thaddeus a remarqué l'échange mais l'a complètement mal interprété. Eh bien, a-t-il dit en levant son verre. Au moins, vous êtes utile dans une salle de restaurant. Un rire nerveux a parcouru la table. Les joues de Lenora se sont empourprées. Papa, arrête. Il l'a ignoré. J'espère juste que ma fille ne passera pas sa vie à entretenir financièrement un homme adulte. La pièce est devenue d'un silence de mort. Quelque chose en moi s'est apaisé. Pas de la colère, pas encore. De la déception. Ce n'avait jamais été un dîner. C'était une inspection. Lenora a reculé sa chaise juste assez pour que les pieds raclent le sol. Papa, a-t-elle dit, la voix tremblante mais claire. Ça suffit. Vivien s'est tourné lentement vers sa fille. Son expression a changé si rapidement que cela aurait effrayé quiconque n'avait jamais vécu entouré d'un contrôle déguisé en bienveillance. Puis elle a regardé directement Lenora et a prononcé la phrase qui a changé toute la soirée, tu ne vas pas embarrasser cette famille pour un homme comme lui.
Les mots de Vivien n'ont pas résonné comme un cri. Ils sont tombés comme une porte que l'on verrouille. Toutes les personnes à cette table ont compris ce qu'elle voulait dire. Leonora avait le droit d'avoir des opinions en privé, mais pas devant les invités. Elle pouvait être en désaccord tant que cela restait convenable. Elle pouvait être blessée tant qu'elle restait silencieuse. Leonora s'est levée lentement, une main posée sur le dossier de sa chaise. Non, a-t-elle dit. C'était un mot si court, mais il a transformé l'atmosphère. Les yeux de Vivien se sont plissés. Assieds-toi. Leonora a secoué la tête. Vous n'avez plus le droit de parler de lui de cette façon. Je l'ai regardé et quelque chose a douloureusement résonné en moi. Non pas parce qu'elle me défendait, mais parce que j'ai soudainement compris ce que cela lui coûtait. Certaines personnes ne sont pas élevées pour être en paix. Elles sont élevées dans la peur de ce qui se passera si elles cessent de plaire à tout le monde. Thaddeus a posé son verre de vin avec un soin extrême. Leonora, a-t-il dit, ce n'est pas ainsi que l'on se comporte à table. Elle l'a regardé. Alors peut-être que ce dîner aurait dû être plus bienveillant. Un invité près du bout de la table a bougé sa fourchette, puis s'est arrêté. Personne ne voulait être le premier témoin à admettre ce qui se passait. Thaddeus s'est tourné vers moi. Un homme véritable construit sa sécurité financière avant de parler de mariage. Je n'ai rien dit. Il s'est penché en avant. Qu'est-ce que vous possédez exactement, Kylian? À part du charme et des anecdotes de salles de restaurant. La voix de Leonora a déraillé, mais elle n'a pas reculé. Il vaut plus que quiconque assis autour de cette table. Vivien s'est levé si brusquement que sa chaise a raclé le tapis. Suffit. Maman, écoute-toi, a dit Leonora. Vous insultez l'homme que j'aime parce que vous pensez qu'il n'a pas le bon genre de vie. Le bon genre de vie, a répété Vivien, le visage crispé. Tu n'as aucune idée de ce qu'est une vie difficile. On t'a donné toutes les opportunités possibles, et c'est ainsi que tu nous remercies? En aimant quelqu'un de ce genre? La gifle est partie avant que quiconque ne puisse bouger. Ce n'était pas théâtral. C'était rapide, sec, et terrible parce que cela venait de la main d'une mère. Le bruit a résonné dans le salon privé et a semblé emporter tous les autres sons avec lui. Leonora a vacillé d'un pas. J'étais déjà levé de ma chaise. Je l'ai rattrapée par le bras et l'épaule avant qu'elle ne tombe contre la table. Elle tremblait, mais elle est restée debout. Sa joue était devenue rouge là où la main de Vivien l'avait frappée. Les lèvres de Vivien ont à peine bougé, sale fille gâtée. C'est alors que ma main s'est crispée sur le bord de la table. Non pas parce que je voulais la renverser, mais parce que j'avais besoin de quelque chose de solide pour m'empêcher de devenir l'homme qu'il s'attendait à ce que je sois. J'avais déjà été insulté, sous-estimé, rejeté, gratifié de sourires condescendants comme s'il s'agissait d'un inconvénient sans gravité. Mais voir Leonora debout, punie pour avoir dit la vérité, a changé quelque chose en moi. Plaire à cette famille n'avait plus aucune importance. Leonora a baissé les yeux et a vu la serviette bleu marine toujours sur mes genoux, pliée soigneusement lorsque je m'étais levé. Ses yeux se sont remplis non pas de faiblesse, mais de chagrin. Je pense qu'elle a réalisé à ce moment-là que mon calme ne m'avait pas protégé. Il m'avait coûté cher. Thaddeus a reculé de la table et a de nouveau levé son verre, comme si le protocole pouvait masquer la cruauté. Vous voyez, a-t-il dit à l'Assemblée, c'est ce qui se passe quand une femme laisse ses émotions l'emporter sur son jugement. J'ai aidé Leonora à se stabiliser. Attention, ai-je dit calmement. Elle m'a regardé, confuse pendant une demi-seconde. Ce n'était pas à elle que je m'adressais. Thaddeus l'a entendu aussi. Son visage s'est durci. Pardon? J'ai croisé son regard. Il a esquissé un mince sourire, de ceux qu'arborent les hommes persuadés que l'argent a déjà gagné la partie. Un raté sans le sou comme vous, a-t-il dit assez fort pour que toute la table l'entende. Qu'avez-vous exactement pour subvenir aux besoins de ma fille? Quelqu'un au bout de la table a murmuré, Seigneur. Un autre invité a baissé les yeux sur son assiette. Même à ce moment-là, je n'ai pas élevé la voix. J'ai glissé ma main à l'intérieur de ma veste. Pendant un instant, chaque personne à table a observé ma main comme si j'allais en sortir une excuse, ou peut-être ma dignité pliée dans une serviette. Au lieu de cela, j'ai posé ma carte noire mat à côté du verre de vin auquel je n'avais pas touché. Sans fioriture, sans discours, juste cette carte sur la nappe blanche. Thaddeus y a jeté un coup d'œil,
puis a eu un rire sec. Qu'est-ce que c'est censé prouver? Ça ne prouve rien, ai-je dit. Ça m'identifie. À l'autre bout de la pièce, Dorian Val s'était arrêté près du meuble de service. Dès qu'il a vu la carte, son visage a changé. Il s'est immédiatement dirigé vers nous, pas assez vite pour attirer l'attention, mais avec le pas mesuré d'un homme qui comprenait qu'il avait manqué quelque chose d'important. Les convives l'ont vu s'approcher. Dorian s'est arrêté à mes côtés, a légèrement incliné la tête et a pris la parole d'une voix suffisamment assurée pour porter « Bonsoir, monsieur Mercé. Nous n'avions pas été informés que vous dîneriez chez nous ce soir, monsieur. » Thaddeus a scié. La main de Vivien a lâché ses perles. Dorian s'est tourné légèrement vers le personnel. Veuillez informer la cuisine que monsieur Mercé est dans le salon privé. Je sentais la confusion autour de la table se muer en peur. Thaddeus a de nouveau fixé la carte. Puis Dorian a ajouté le mot qui a fait voler la pièce en éclats, patron. À l'instant où le gérant m'a appelé, patron, toute l'atmosphère a changé. Soudain, les gens qui s'étaient moqués de moi ne pouvaient même plus me regarder en face. Dorian n'avait pas prononcé ce mot fort. Il n'en avait pas besoin. Patron. Une seule syllabe nette, et toute la table s'est reconfigurée sans que personne ne bouge de chaise. Thaddeus m'a dévisagé comme si j'avais changé de forme devant lui. Les mains de Vivien sont restées figées près de ses perles, comme si elle avait oublié ce qu'une femme élégante était censée faire de ses doigts. Les invités qui avaient ri plus tôt ont soudain trouvé leurs assiettes fascinantes. C'est cela qui est curieux avec le pouvoir. Il ne change pas qui vous êtes. Il change qui les gens sont prêts à admettre que vous êtes. Dorian se tenait à mes côtés, professionnel et pâle. Monsieur, a-t-il dit, je vous prie de m'excuser. Si nous avions su que vous vous joigniez au groupe des HCOM ce soir, des dispositions auraient été prises. Pas besoin de vous excuser, ai-je répondu. Thaddeus s'est raclé la gorge. Vous possédez ce restaurant? La voix de Vivien est devenue douce, presque mielleuse. Kylian, mon chéri, nous n'en avions aucune idée. Dorian les a regardés, puis m'a regardé, veillant à ne pas trop savourer l'instant. Monsieur Mercé possède le groupe qui exploite cet établissement, a-t-il dit, ainsi que le Harbor Grand, le Whittaker, et plusieurs autres actifs hôteliers de la région. Un verre de vin a tinté contre l'assiette de quelqu'un. De l'autre côté de la table, l'un des amis de Thaddeus a arrêté de faire défiler l'écran de son téléphone pour me fixer directement. Thaddeus a eu un petit rire nerveux. Eh bien, cela explique certainement le mystère. Il n'y avait pas de mystère, ai-je dit. Seulement des suppositions. Personne n'a répondu. Un homme comme Thaddeus ne savait pas comment s'excuser lorsque la personne qui l'avait insulté s'avérait utile. Il pouvait supporter d'avoir tort. Ce qu'il ne pouvait pas supporter, c'était d'avoir tort en public. Dorian s'est penché plus près de moi. La direction a été alertée lorsque le personnel a remarqué des tensions dans la salle. La sécurité est à votre disposition si vous souhaitez de l'intimité. Le visage de Vivien a perdu encore un peu plus de ses couleurs. Pas de sécurité, ai-je dit. Personne ici n'est une menace. Le Nora m'a regardé, m'a vraiment dévisagé. Sa joue portait encore la marque de la main de sa mère, et cela seul rendait chaque mot poli dans la pièce insupportable. J'ai besoin d'air, a-t-elle dit. Elle est sortie avant que quiconque ne puisse l'en empêcher. Je l'ai suivie, sans hâte, sans drame, juste assez pour qu'il soit clair qu'elle ne resterait pas seule dans le couloir après avoir été humiliée par sa propre mère. À l'extérieur du salon privé, la musique du rez-de-chaussée semblait lointaine et inoffensive. Le Nora se tenait près d'une autre fenêtre, une main posée délicatement sur sa joue. Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai secoué la tête. Ne le sois pas, ils auraient continué, a-t-elle chuchoté. Si Dorian ne t'avait pas reconnu, ils auraient continué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Oui. Elle a baissé les yeux, honteuse alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Ils ne te respectent que maintenant parce qu'ils pensent que tu as de la valeur. C'est la partie la plus triste. Ses yeux se sont posés sur mon poignet. La vieille montre en argent dépassait de ma manchette, toujours aussi simple. Son père l'avait remarqué plus tôt avec la même moue que l'on réserve à un meuble usé. Le Nora a effleuré le bord de la montre de 2 doigts. Tu as gardé ça exprès. Je la garde parce qu'elle donne l'heure. Un sourire triste a glissé sur son visage. Ce n'est pas la seule raison.
Non, ce n'était pas la seule. Mais certaines choses sont plus faciles à porter au poignet qu'à dire à haute voix. Après quelques minutes, elle s'est redressée. Son visage ne s'était pas complètement remis, mais sa voix s'était raffermie. Je ne te laisse pas là-dedans tout seul. Tu n'es pas obligé d'y retourner. Je sais, a-t-elle dit. C'est pour cela que je choisis de le faire. Nous sommes retournés dans la pièce ensemble. La table avait complètement changé de physionomie. Les gens se tenaient bien droit désormais. Les serviettes avaient été réajustées. Les sourires avaient été répétés. Les mêmes invités qui m'avaient traité comme un cas social embarrassant essayaient soudain d'avoir l'air avenant. L'un des partenaires d'affaires de Thaddeus s'est levé à mon entrée. « Monsieur Mercé », a-t-il dit, en me tendant une main qu'il a enveloppée de la sienne. Je n'avais aucune idée que nous étions en présence d'un entrepreneur aussi accompli. J'ai étudié des opportunités de développement de boutiques-hôtels le long de la côte. Nous devrions discuter. J'ai regardé sa main, puis je l'ai serrée brièvement. Nous étions déjà en train de discuter, ai-je dit. C'est juste que cela ne vous intéressait pas à ce moment-là. Son sourire s'est effrité. Vivien a tenté sa chance ensuite. Nous avons peut-être mal compris certaines choses ce soir, a-t-elle dit prudemment. Je me suis tourné vers elle. Non, vous avez parfaitement compris ce que vous pensiez que j'étais. Cette phrase a produit l'effet que la colère n'aurait pu obtenir. Elle a forcé chacun à se retrouver face à sa propre conscience. La mâchoire de Thaddeus s'est crispée. Attendez un peu, a-t-il dit. Un père a le droit de questionner l'homme qui épouse sa fille. Questionner n'est pas la même chose que rabaisser. C'est mon enfant. C'est une femme adulte. Ses yeux se sont fait plus perçants. C'était là. Pas de l'inquiétude, mais un sentiment de propriété. Pendant un instant, j'ai vu l'avenir clairement. Si j'acceptais ces règles ce soir, il les imposerait pour toujours. L'endroit où nous habiterions, le travail de Lenora, les fêtes qui comptaient, les personnes fréquentables, la version de moi qui serait tolérée à sa table. J'ai repris ma carte noire et je l'ai glissée dans ma veste. Je pense que le dîner est terminé, ai-je dit. Personne n'a contesté. En bas, le changement d'attitude était presque embarrassant. Un responsable nous a ouvert la porte avant même que nous l'atteignions. Le voiturier, qui m'avait à peine remarqué plus tôt, s'est empressé de faire avancer ma voiture. Dorian se tenait près de l'entrée, discret, veillant à ce que personne d'autre ne vienne nous importuner. Lenora observait tout cela avec une profonde tristesse fatiguée. Dehors, l'air de la nuit semblait plus frais qu'auparavant. Elle se tenait à mes côtés sur le trottoir, les bras croisés, non pas à cause du froid, mais sous le poids de ce qui venait de se passer. Je pensais que ce soir prouverait qu'il pouvait nous accepter, a-t-elle dit. J'ai regardé le voiturier arriver au volant de la même modeste berline qui avait été dédaignée 2 heures plus tôt. Non, ai-je dit, ce soir a prouvé ce qu'ils acceptent. Elle ne m'a pas demandé ce que je voulais dire. Elle le savait déjà. Cela aurait dû être la fin de l'humiliation. Au lieu de cela, ce fut le début de quelque chose de bien plus laid. Les gens comme Thaddeus Ashcombe ne pardonnent pas l'embarras. Ils se vengent. Dès le dimanche matin, les rumeurs ont commencé à courir en ville. C'est ainsi que les gens comme les Ashcombe survivaient. Ils ne criaient pas par-dessus les clôtures et ne faisaient pas de scènes dans les supermarchés. Ils utilisaient les tables de brunch, les SMS privés, les conseils d'administration d'œuvres caritatives et de petites phrases comme « je m'inquiète seulement ». Je me suis remis au travail car le travail avait toujours eu plus de sens pour moi que la famille. Les cuisines étaient honnêtes. Si une sauce brûlait, on le sentait. Si une table attendait trop longtemps, quelqu'un le signalait. Personne ne masquait les chèques derrière des perles pour appeler cela de la tradition. Au Harbor Grand, j'ai traversé le couloir de service après le coup de feu du petit déjeuner. Un cuisinier m'a salué d'un signe de tête. Une gouvernante m'a demandé si ma mère se portait mieux, se souvenant d'un détail que j'avais mentionné 6 mois auparavant. Personne ne me demandait ce que je possédais. Personne ne se souciait de la montre que je portais. Les personnes qui avaient le moins de pouvoir avaient cette étrange habitude de traiter les autres comme des êtres humains. Vers midi, Lenora m'a envoyé une capture d'écran. Une femme qui lui avait à peine adressé la parole au dîner avait écrit « Tu es une fille chanceuse. Les hommes comme Kylian Mercé ne courent pas les rues. »
Leonora n'a ajouté qu'une seule phrase, elle ne t'a même pas jeté un regard samedi avant que Dorian ne prononce ton nom. Je me suis assis dans mon bureau situé au-dessus des cuisines et j'ai contemplé ce message plus longtemps que je n'aurais dû. Le respect qui n'apparaît qu'après lecture d'un bilan comptable n'est pas du respect. C'est du calcul. Le lundi, le ton a changé. Grady m'a appelé en premier. Petit frère, a-t-il dit, en essayant de paraître détaché. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce dîner? Tu as entendu quelque chose? J'ai entendu dire que Thaddeus raconte partout que tu as caché ton identité à sa fille. J'ai regardé à travers la fenêtre du bureau un plongeur pousser un panier de verre propre. Il ne s'inquiète pas pour Leonora, ai-je dit. Il est juste embarrassé. Grady a soupiré. Tu dois admettre que cacher une telle fortune peut sembler bizarre. Voilà que cela recommençait, venant de mon propre sang. Insulter un homme jusqu'à ce que sa fiancée se fasse frapper à table l'est tout autant, ai-je répliqué. Il a gardé le silence. Plus tard cet après-midi-là, j'ai trouvé un jeune plongeur nommé Matteo debout, seul près de l'évier arrière, tandis que deux employés plus âgés se moquaient de ses chaussures de friperie. Il ne cessait de s'excuser, bien qu'il n'ait rien fait de mal. J'ai ordonné aux autres de retourner à leur préparation. Puis je me suis assis à côté de lui sur une caisse renversée pendant sa pause. Il avait l'air nerveux. Je suis désolé, monsieur Mercey. De quoi? Il a eu un léger haussement d'épaule. Les gens décident de qui vous êtes avant même que vous n'ayez parlé. Cette phrase m'est restée en tête tout le reste de la journée. Le mardi soir, Leonora est venue à mon appartement, qui n'était pas le Penthouse dans lequel les gens s'imaginaient que je vivais. Mon véritable chez-moi, calme et simple, avec des livres près de la fenêtre et une tasse ébréchée que je refusais de jeter. Elle est restée sur le pas de la porte un moment. « C'est ici que tu te sens en sécurité ?» a-t-elle dit. Oui. Elle est entrée lentement, comme si voir ma vérité lui faisait plus de mal que le mensonge auquel ses parents avaient cru. J'ai passé ma vie entière à penser que l'acceptation devait se mériter, a-t-elle dit. De bonnes notes, de belles robes, de bonnes manières, un bon silence. Je voulais lui dire que rien de tout cela n'était de sa faute. Mais les adultes ne guérissent pas parce qu'on leur trouve des excuses pour tout. Ils guérissent lorsque la vérité trouve enfin sa place. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu m'avait envoyé une capture d'écran. C'était un message privé de Thaddeus destiné à l'un de ses partenaires d'affaires, les hommes qui cachent de l'argent cachent généralement aussi des défauts de caractère. Leonora l'a lu par-dessus mon épaule. Son visage a changé. Il continue, a-t-elle chuchoté. Oui. Le dîner n'avait pas été un malentendu. Il avait été un miroir, et Thaddeus détestait ce qu'il y voyait. Sur le comptoir de ma cuisine reposait la serviette en lin bleu marine que j'avais emportée de la table ce soir-là. Pliée une fois, bord à bord. Leonora l'a touchée délicatement. Pourquoi ne l'as-tu pas jetée? J'ai de nouveau regardé le message, puis je l'ai regardé. Parce que faire semblant que quelque chose n'a pas fait de mal ne guérit pas la blessure. Ce fut la nuit où j'ai cessé de me demander comment préserver la paix pour commencer à me demander ce que me coûtait ce silence. Je pensais que l'humiliation était la pire chose que sa famille pouvait m'infliger. Je me trompais. Dès le mercredi, les sourires avaient changé. Les gens me saluaient toujours dans les salles de conférence et les halls d'hôtel. Ils me serraient toujours la main. Ils disaient toujours, content de te voir, Kylian. Et pourtant, leur regard s'attardait une seconde de trop, comme s'ils essayaient de résoudre un problème que j'avais créé par ma simple existence. Les rumeurs ne vous détruisent pas d'un coup. Elles changent la température autour de vous, une question insidieuse à la fois. Un promoteur immobilier que je connaissais depuis 8 ans m'a arrêté après une réunion matinale. Alors, a-t-il dit, en feignant de rire, depuis combien de temps Leonora savait-elle vraiment qui tu étais? Un autre m'a demandé, pourquoi cacher sa situation financière à la femme qu'on prévoit d'épouser? J'ai répondu poliment. J'avais appris à le faire. La politesse est utile quand on a besoin de savoir qui a déjà choisi son camp. Cet après-midi-là, Eleanor Pike est entrée dans mon bureau, sa tablette à la main. Eleanor travaillait avec moi depuis assez longtemps pour savoir quand il ne fallait pas édulcorer les mauvaises nouvelles. Vous devez voir ceci. Le titre provenait d'un blog financier de Charleston, une discrétion extrême peut-elle devenir de la manipulation affective? Mon nom n'y figurait pas. Celui de Leonora non plus,
mais l'article décrivait un riche propriétaire hôtelier qui avait caché son statut social à sa fiancée et embarrassé sa famille lorsque la vérité avait éclaté. C'était propre, net, dangereux. L'auteur ne me qualifiait pas de cruel. Elle soulevait simplement des interrogations. C'est ainsi que fonctionnait le lynchage médiatique. Quand les gens y mettaient les formes, ils ne disaient pas « il est coupable ». Ils disaient « des questions subsistent ». Le Nora m'a appelé 20 minutes plus tard depuis sa voiture. J'entendais le bruit de la circulation derrière elle. Je les ai affrontés, a-t-elle dit. Tous les deux? Oui. Sa voix était ferme mais fatiguée. Maman dit qu'ils essaient de me protéger. Papa dit qu'un homme qui cache sa vie n'est pas digne de confiance. Je me suis adossé à mon fauteuil et j'ai regardé la cour de l'hôtel. Que as-tu dit? Je leur ai demandé s'ils te détesteraient toujours autant si tu étais resté pauvre. Elle s'est tue et personne n'a répondu. Ce silence m'a poursuivi toute la soirée. Le jeudi, le sommeil était devenu une idée passagère, plus une habitude. J'enchaînais les réunions, examinais les budgets, signais les validations, et j'entendais à peine la moitié de ce que l'on me disait. Eleanor a fini par fermer la porte de mon bureau sans me demander la permission. « Vous êtes en train de disparaître en vous-même », a-t-elle dit. « Je travaille. » Non, vous restez passif et vous laissez les autres utiliser votre nom comme un couteau. J'ai failli lui dire que tout allait bien. Cette vieille réponse toute faite me brûlait les lèvres. Au lieu de cela, je me suis tu. Peut-être que je n'étais pas resté silencieux parce que j'étais fort. Peut-être avais-je simplement été habitué à endurer la déception en silence. Vers la fin de la journée, j'ai traversé les cuisines du Bao Harbor Grand. 2 employés lisaient l'article sur un téléphone portable près de la réserve d'épicerie. Matteo se tenait à leur côté. L'un d'eux a dit, l'ancien n'avait peut-être pas tout à fait tort. Les riches cachent des choses. Matteo s'est retourné contre lui avant que je ne puisse intervenir. Tu ne connais pas Monsieur Mercé. L'autre employé a ricané. Tu connais des milliardaires maintenant? Je sais reconnaître quelqu'un qui traite les plongeurs mieux que les clients riches ne traitent les serveurs. La pièce s'est tue en m'apercevant. Je n'ai réprimandé personne. J'ai simplement regardé Matteo et j'ai hoché la tête. Plus tard, il m'a trouvé près du monte-charge. Les gens détestent ce qui leur rappelle qu'ils ont mal jugé, a-t-il dit à voix basse. Pour un gamin de 22 ans portant un tablier taché, il voyait plus clair que la moitié de Charleston. Le vendredi matin, le véritable coup dur est arrivé. Eleanor a déposé un dossier sur mon bureau. Thaddeus avait engagé un détective privé. Je l'ai ouvert. Des années auparavant, un incendie de cuisine s'était déclaré dans l'une de mes propriétés. Un cuisinier nommé Daniel Price avait été blessé. L'entreprise avait pris en charge ses soins médicaux, sa rééducation, son salaire pendant sa convalescence, et avait financé des systèmes de sécurité supplémentaires dans l'ensemble de nos établissements après l'enquête. Personne n'avait rien dissimulé. Mais Thaddeus avait mis la main sur le dossier, et des fragments de celui-ci étaient maintenant transmis à des investisseurs et des journalistes, en omettant les détails les plus importants. Un propriétaire fortuné, un accident de cuisine, un travailleur blessé, un accord confidentiel à l'amiable. Cela prenait une tournure sordide pour quiconque voulait le présenter ainsi. J'ai refermé le dossier et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère m'envahir la poitrine. Ce n'était plus une question d'amour-propre égratigné. C'était des représailles. Et si la confiance du public s'effondrait, cela ne me ferait pas seulement du mal à moi. Cela toucherait les employés, les fournisseurs, les gérants, les familles, des gens qui n'avaient absolument rien à voir avec l'ego blessé d'un homme orgueilleux. Ce soir-là, une fois le service du dîner terminé, je me tenais seul dans la salle de réception privée du Harbor Grand. Les tables avaient été redressées. Les bougies étaient éteintes. Tout l'endroit sentait discrètement l'encaustique au citron et le café refroidi. Pendant quelques minutes, j'ai failli abandonner. Non pas l'entreprise, mais le Nora. J'ai même répété la phrase dans ma tête, peut-être que s'aimer ne suffit pas, puis j'ai ouvert le tiroir latéral du buffet de service. À l'intérieur se trouvait la serviette en lin bleu marine, pliée exactement comme je l'avais laissée. J'ai repensé à Lenora se tenant debout à cette table, avant de savoir ce que signifiait ma carte black. Avant que Dorian ne prononce mon nom, avant que l'argent ne me rende respectable aux yeux de gens dépourvus de toute bienveillance personnelle. Elle n'avait pas défendu ma fortune.
Elle avait défendu ma dignité. Lorsque je suis retourné à mon bureau, Eleanor m'attendait avec un autre dossier. Il y a tout ici, a-t-elle dit. Les rapports complets, la déclaration de Daniel Price, les remboursements de frais médicaux, les améliorations de sécurité, et un détail que Thaddeus ignore. J'ai levé les yeux. Daniel ne vous a jamais poursuivi personnellement en justice. Elle a précisé qu'il avait refusé. Il a dit, vous étiez le seul dirigeant à être venu à l'hôpital en étant sincère. J'ai lu la première page, puis j'ai lentement refermé le dossier. Ce fut le moment précis où j'ai cessé d'essayer de survivre à l'attaque pour commencer à préparer la riposte. S'il voulait la guerre, alors pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à cesser de m'excuser d'exister. Le week-end suivant, j'étais serein d'une manière qui me semblait presque inhabituelle, non pas guéri, non pas indemne, mais calme. Il y a une différence. La douleur était toujours présente en moi, mais ce n'était plus elle qui dirigeait mes actes. J'avais cessé d'attendre que Thaddeus Ashcombe devienne juste. Dès lors que vous n'avez plus besoin qu'une personne difficile vous comprenne, elle perd l'une de ses armes préférées. Le second article est paru le samedi matin. Celui-ci était pire. Encore une fois, mon nom n'était jamais mentionné, mais quiconque avait un minimum de jugeote comprenait de qui il s'agissait. Il suggérait qu'un riche propriétaire hôtelier s'était servi du secret autour de sa vie comme d'un outil pour manipuler sa relation amoureuse. Il évoquait l'accident de cuisine, l'accord à l'amiable discret, et soulevait de troublantes questions sur l'abus de pouvoir. À l'heure du déjeuner, des photos truquées ont commencé à circuler, moi dans ma vieille veste à côté d'images des propriétés Mercé, moi sortant d'une modeste voiture de location, puis un cliché du Harbor Grand illuminé comme un palais. Le message était simple, 2 vies, 2 visages, une seule tromperie. Eleanor m'a apporté du café et l'a posé sur mon bureau sans commentaire. Les investisseurs ? Ai-je demandé. 3 ont appelé. 2 semblaient inquiets. Un autre semblait vouloir des ragots. Envoie-leur la réponse standard. Pas d'émotion, pas d'argumentation. Elle a hoché la tête. Marcus Hay est en route. Avant que notre conseiller juridique n'arrive, Lenora a appelé. Sa voix paraissait atone. J'ai perdu le projet Bennett. Je me suis détourné de la fenêtre. Que s'est-il passé? Ils ont dit qu'ils préféraient de la stabilité dans leurs partenariats familiaux. C'était une phrase bien lissée. Corporate, poli, lâche. Je suis désolé, ai-je dit. Ils n'ont même pas cherché à faire croire que c'était lié à mon travail de design. Elle a eu un rire las. Mon père m'a toujours dit que la réputation ouvrait des portes. Il a oublié de préciser qu'elle pouvait aussi les verrouiller. Plus tard cet après-midi-là, Lenora est venue voir sa mère. Elle m'en a parlé le soir même, assise en face de moi dans mon bureau, tandis que les lumières de Charleston s'allumaient en contrebas. Je lui ai demandé à partir de quand me protéger était devenu me contrôler, a dit Lenora. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Au début, rien. Puis elle a parlé du fait d'avoir grandi dans la pauvreté, d'avoir vu les femmes être jugées sur l'emploi de leur mari, leurs vêtements, leur maison, et même la disposition de leur table de salle à manger. Elle a dit que l'image était une question de survie. J'ai écouté attentivement. Et tu l'as cru? Je crois qu'elle avait peur, a répondu Lenora. Je ne crois pas que la peur lui donne le droit de faire du mal aux gens. C'était la chose la plus lucide qu'elle ait jamais dite à propos de sa famille jusqu'alors. Marcus Hay est arrivé avant 19h avec 2 classeurs et l'allure d'un homme qui préférait les faits aux longs discours. Il n'était pas tapa accent grave l'œil. C'était pour cela que je lui faisais confiance. Nous pouvons envoyer une mise en demeure formelle ce soir, a-t-il proposé. Non. Eleanor a levé les yeux. J'ai tapoté du doigt l'article sur mon bureau. Ils veulent que j'aie l'air sur la défensive. Si je frappe le premier, Thaddeus pourra dire que j'utilise ma fortune pour le faire taire. Marcus s'est adossé à son siège. Alors, que voulez-vous? Que tout soit documenté. Les articles, les comptes de réseaux sociaux qui les relaient, le conseiller en communication derrière ces messages, et tous les paiements liés à la fondation Ashcombe. Je veux remonter la piste, pas juste faire du bruit. Le coin des lèvres de Marcus s'est légèrement relevé. Cela va prendre du temps. Les personnes préparées peuvent s'offrir le luxe de la patience. Le dimanche après-midi, j'ai parcouru les étages de l'hôtel car j'avais besoin de me rappeler le sens profond de tout cela. Près du mont de charge,
Matteo astiquait les couverts en argent pour une réception à l'étage. Ma tante nettoyait des maisons sur Meeting Street, a-t-il dit soudain. Certaines personnes ne prenaient même pas la peine d'apprendre son prénom. Il disait simplement la bonne comme s'il s'agissait d'un meuble qui bougeait. Je n'ai rien dit. Parfois, le respect consiste simplement à laisser l'autre finir sa phrase. Il m'a regardé. Les gens estiment votre valeur avant même de connaître votre nom. J'ai pensé à mon frère, à mes futurs beaux-parents, au voiturier, à la table près de la porte de service. Oui, ai-je dit. C'est ce qu'ils font. Ce soir-là, la Fondation Hcom organisait un gala de charité dans un centre de congrès du centre-ville. J'y suis allé car me cacher aurait rendu leur version des faits plus facile à croire. Les serveurs disposaient des serviettes en lin bleu marine à chaque table. J'ai remarqué que le Nora repliait la sienne sans y penser, bord à bord, de la même manière que je l'avais fait au dîner. C'était un geste infime. Personne d'autre ne l'aurait remarqué, mais je l'ai vu. À la moitié du programme, Thaddeus est monté sur scène. Il a remercié les sponsors, fait l'éloge des valeurs familiales et a parlé de leadership avec l'assurance d'un homme qui n'avait jamais confondu les conséquences de ses actes avec de la culpabilité. Puis il a souri. La valeur morale, a-t-il affirmé, comptera toujours plus que l'argent caché. La salle a laissé échapper un léger rire. Un rire prudent, poli, sans risque. Le Nora s'est figé à mes côtés. J'avais les documents, les preuves de paiement, les messages privés et de quoi transformer ce rire poli en humiliation publique. Mais le démasquer à cet endroit n'allait pas seulement blesser Thaddeus, cela détruirait le Nora devant toutes les personnes à qui elle avait passé sa vie à vouloir plaire. Si je restais silencieux, il continuerait à faire du mal. Si je ripostais maladroitement, je risquais d'être le genre d'homme qu'il prétendait que j'étais. Alors, j'ai attendu. À la fin du gala, Thaddeus s'est approché de moi près de la sortie latérale, à l'écart des caméras et de ses invités. Vous pensez toujours que la dignité a de l'importance dans des salons comme celui-ci, a-t-il dit doucement. C'est pour cela que vous allez perdre. Je l'ai regardé, sans ressentir le besoin de me justifier. Derrière lui, Marcus m'a adressé un très léger signe de tête. Le dossier de divulgation serait prêt d'ici la fin de la semaine. J'ai souri alors, non pas par gentillesse, mais parce que je comprenais enfin sur quel échiquier il pensait que nous jouions. Il croyait que mon silence était de la faiblesse. Il n'avait pas encore réalisé que mon silence était la seule raison pour laquelle je ne l'avais pas encore anéanti. Les 7 jours suivants allaient décider si les Hcom conserveraient leur empire ou s'ils le verraient s'effondrer sous les yeux de tous ceux qu'ils avaient passé des décennies à essayer d'impressionner. Pendant 7 jours, j'ai laissé Thaddeus croire qu'il gagnait. Ce fut la partie la plus difficile. J'ai répondu au téléphone. J'ai assisté aux réunions. J'ai souri à des hommes qui avaient lu des mensonges sur moi et qui prétendaient l'ignorer. Marcus et Eleanor continuaient à étoffer discrètement le dossier, pièce par pièce, jusqu'à ce que la vérité prenne tout son poids. Le samedi suivant, la salle de bal du Harbor Grand était impeccable. Les lustres diffusaient une lumière chaleureuse sur la foule. Un trio de jazz jouait près du mur du fond. Des serveurs circulaient avec des plateaux d'argent, et l'arôme des vieilles fortunes de Charleston flottait d'une conversation à l'autre comme un parfum tenace. Thaddeus avait choisi mon hôtel pour le gala de la Fondation des mois avant notre dîner. À l'époque, il ne savait pas de qui il franchissait le seuil. Le Nora se tenait à mes côtés dans une robe bleu foncé, calme mais distante. Pas distante de moi, mais de la pièce. Je pouvais le sentir. « Ça va ?» ai-je demandé. « Non » a-t-elle répondu, mais j'en ai fini de faire semblant. Avant que la présentation ne commence, le grand écran situé derrière la scène a vacillé. Au début, les gens ont cru que cela faisait partie du programme. Puis, des documents sont apparus, des virements bancaires, des noms de comptes offshore, des déclarations fiscales, mon nom figurant bien en évidence à côté de chiffres que je n'avais jamais vus. L'ambiance dans la salle de bal s'est transformée en quelques secondes. Les téléphones sont sortis. Un membre du conseil d'administration s'est écarté de moi. Quelqu'un a chuchoté, « C'est une enquête fédérale ?» Près du bar, un journaliste a commencé à taper frénétiquement avec ses pouces. Thaddeus s'est tourné vers l'écran avec une mine stupéfaite, si bien orchestrée qu'elle méritait presque des applaudissements. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit d'une voix forte. Je l'ai regardé et j'ai compris. C'était sa dernière carte. Le Nora avait compris elle aussi.
Vivien a tendu le bras pour saisir celui de sa fille. Ne gâche pas tout. Pense à la famille. Leonora s'est dégagée. Tu m'as appris que la réputation comptait plus que l'honnêteté, a-t-elle dit assez fort pour être entendue des tables les plus proches. C'est pour cela que personne d'entre nous ne sait comment s'aimer. Le visage de Vivien s'est affaissé, mais Leonora n'a pas détourné le regard. Pendant plusieurs minutes, le vent a semblé tourner contre moi. Grady a fendu la foule, pâle et anxieux. Kylian, a-t-il dit, dis-moi que ce n'est pas vrai. Ça ne l'est pas, alors dis quelque chose. Pas encore. Le succès ne vous protège pas de l'humiliation. Il offre simplement aux gens une cible plus haute à abattre. Je me suis dirigé vers la scène. Dorian, ai-je dit au gérant de l'hôtel près des portes de service. S'il vous plaît, affichez à nouveau les documents sur l'écran. Ne les enlevez pas, la salle s'est calmée, déroutée par mon flegme. Marcus Hay s'est avancé vers l'estrade, une tablette et un dossier à la main. Eleanor s'est déplacée le long des 2 premières rangées, remettant des enveloppes scellées aux membres du conseil d'administration, aux investisseurs et aux représentants juridiques. Marcus a pris la parole d'un ton posé. Les documents affichés sur cet écran ont été falsifiés. La traçabilité des métadonnées, les transferts d'origine et l'historique des fichiers sont inclus dans vos dossiers. L'image à l'écran a changé. Les fausses dates sont apparues en rouge. Les signatures modifiées ont été mises en évidence. Les paiements à des sociétés écrans sont apparus ensuite, les uns après les autres, menant tous à un conseiller en communication rémunéré via des comptes de prestataires de la fondation Hcom. Aucun cri n'a suivi, seulement un silence pesant. De ceux qui font sentir aux puissants que le sol se dérobe sous leurs pieds. Thaddeus a fait un pas en avant. C'est absurde. Je protégeais ma fille d'un homme qui a bâti sa vie sur le mensonge. Je lui ai enfin fait face. Non, Thaddeus. Vous me punissiez parce que je vous ai laissé révéler qui vous étiez avant que je ne révèle qui j'étais. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot cohérent n'en est sorti. Vivien se tenait près du bord de la salle, une main sur les lèvres. Nous lui avons appris la peur, a-t-elle chuchoté, pas la confiance. Ce n'était pas de la rédemption, mais c'était la première phrase honnête que je l'entendais prononcer. Alors que les invités commençaient à s'en aller, beaucoup évitaient mon regard. Ils n'avaient pas peur de moi. Ils avaient honte de la rapidité avec laquelle ils avaient cru à un mensonge qui flattait leurs préjugés. Près de ma place, une serviette en lin bleu marine restait pliée à côté de mon verre intact. Leonora l'a ramassée et l'a posée délicatement à côté de ma carte black, puis elle m'a pris la main. Pas de discours, pas de mise en scène, juste la vérité. J'avais suffisamment de preuves pour ruiner publiquement les Hcom, mais la vengeance a cette fâcheuse tendance à rendre un homme semblable à ceux qui l'ont blessé. J'ai donc mis fin à tous les partenariats entre Mercé et leur fondation, et j'ai transmis les preuves aux autorités compétentes. Les conséquences viendraient d'elles-mêmes, sans que j'aie besoin de devenir cruel. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus invisible. Je me sentais libre, mais la liberté a un prix étrange. Parfois, les personnes qui vous ont fait le plus de mal laissent tout de même des cicatrices que le succès ne peut effacer. 6 mois plus tard, Charleston était passé à autre chose pour l'essentiel. C'est ce que font les villes. Elles colportent des ragots, s'indignent, jugent, puis trouvent une autre histoire à raconter au déjeuner. Le scandale des Hcom n'était plus sur tous les écrans de téléphone, mais il avait laissé des traces là où le vernis social ne pouvait rien masquer. Thaddeus a démissionné du conseil d'administration de la fondation avant qu'il ne puisse l'exclure par un vote. Plusieurs enquêtes suivaient leur cours légal. Certains de ses amis avaient disparu si vite qu'on aurait pu croire qu'ils n'avaient jamais partagé de table avec lui. J'ai arrêté de suivre les gros titres après le premier mois. Il arrive un moment où regarder quelqu'un tomber cesse de ressembler à de la justice et commence à peser sur la conscience. J'ai passé plus de temps dans les hôtels après cela. Pas à l'étage dans les salles de conférence, pas derrière des cloisons de verre, mais là où le travail respirait vraiment, les cuisines, les blanchisseries, les quais de déchargement, les réfectoires du personnel. Nous avons lancé un programme de mentorat pour les jeunes travailleurs de l'hôtellerie issus de familles qui n'avaient pas les moyens de se faire introduire dans le milieu. Matteo a aidé à le diriger. Il l'a pris très au sérieux d'ailleurs. La première fois que je l'ai vu rectifier la cravate d'une nouvelle recrue avant un dîner de formation, j'ai dû détourner le regard un court instant. Ce gamin me rappelait le jeune homme de 22 ans que j'étais. Silencieux, appliqué,
espérant toujours que les efforts parleraient plus fort que l'apparence. C'est rarement le cas, à moins que quelqu'un dans l'assemblée ne choisisse d'écouter. Lenora a reconstruit son activité de design en repartant de zéro. Des clients plus modestes au départ, la rénovation d'une boulangerie, le chalet de plage d'un couple de retraités, une petite auberge qui recherchait de la chaleur plutôt que du prestige. Elle semblait plus légère sans l'argent de ses parents greffé sur chacune de ses décisions. Un soir, alors que nous mangions des plats à emporter sur le comptoir de ma cuisine, elle m'a dit « J'avais l'habitude de penser que l'amour signifiait maintenir la paix. » Je l'ai regardée par-dessus les boîtes en carton. C'était elle désormais. Plus douce à certains égards, plus forte à d'autres. Elle ne passait plus son temps à se justifier jusqu'à s'effacer derrière ses explications. Vivien a demandé à la rencontrer à la fin du printemps, pas dans leur manoir. Lenora a choisi un café tranquille avec de petites tables et sans salon privé. Je ne suis pas entré. J'ai attendu dehors et j'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison pour leur laisser de l'espace, tout en restant suffisamment près pour que Lenora sache qu'elle n'était pas seule. Quand elle est sortie, ses yeux étaient fatigués mais son regard était serein. Elle s'est excusée, a dit Lenora. Pour le dîner? Pour bien plus que ça. J'ai attendu. Elle a dit qu'elle avait confondu la survie avec le contrôle. Elle a parlé de sa honte d'avoir grandi pauvre, et de cette idée selon laquelle si tout semblait parfait, personne ne pourrait l'atteindre. Tu la crois? Je crois qu'elle le pensait sincèrement, a dit Lenora. Mais je ne suis pas prête à lui faire de nouveau confiance. Cela ressemblait à de la guérison pour moi. Pas un pardon accordé sous la contrainte, pas de l'amertume déguisée en force de caractère, juste une limite claire posée fermement. Grady est passé un après-midi sans appeler au préalable, ce qui lui ressemblait tout à fait. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte de mon bureau avec 2 cafés à la main, comme si de la caféine pouvait adoucir 20 ans passés dans la peau du fils préféré. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, m'a-t-il dit. Tu aurais dû. Il a hoché la tête, sans chercher à se défendre. C'était nouveau. Je pensais que ne pas m'en mêler était une position neutre. Ça ne l'était pas, il a baissé les yeux vers le gobelet qu'il tenait. J'ai dit, tu n'as pas échoué parce que tu t'es tu une fois, Grady. Tu as échoué parce que tout le monde s'est tu pendant trop longtemps. Il a accepté le reproche sans discuter. Peut-être que nous vieillissions tous les deux. Peut-être que l'âge enseigne à certains que l'orgueil coûte cher. Cet été-là, nous avons organisé un dîner de remerciements pour le personnel sur le toit-terrasse du Mersey Harbor Hotel. Rien de guindé, pas de discours officiels sur scène, juste de longues tables, une musique assez douce pour permettre de discuter, des plats que l'on se partageait, des gens qui riaient sans surveiller leurs arrières. Un serveur a déposé des serviettes en lin bleu marine devant chaque place. J'ai immédiatement remarqué la mienne. Pendant une seconde, j'ai revu ce salon privé. Le jugement, le ricanement, Lenora qui se lève, la main de sa mère, ma carte black posée sur la nappe. Puis j'ai déplié la serviette et je l'ai posée sur mes genoux. Tout simplement, sans protocole. Lenora m'a vu faire. Elle a glissé sa main sous la table pour presser la mienne. Plus tard, après le départ de la plupart des convives, Matteo a levé son verre de thé glacé sucré et a dit, au patron qui sait que les plongeurs ont un prénom. Les gens ont ri, mais ces mots m'ont profondément touché. Pendant des années, j'avais cru que le respect s'obtenait en prouvant aux autres qu'ils avaient tort. Désormais, je comprenais une vérité plus intime. Le véritable respect est celui qui grandit là où les gens se sentent reconnus avant de se rendre utiles. Vers minuit, Lenora et moi nous tenions près de la balustrade du toit-terrasse, contemplant les lumières du port. L'eau s'écoulait doucement en contrebas, emportant des reflets qu'elle ne cherchait jamais à retenir. « Est-ce que celui que tu étais avant tout cela te manque ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit. Mais je suis reconnaissant qu'il ait survécu assez longtemps pour me permettre de devenir cette version de moi-même. Elle a appuyé son épaule contre la mienne. Il n'y avait pas de dénouement idéal. Thaddeus était toujours son père. Vivien apprenait encore à aimer sans chercher à contrôler. Grady et moi n'étions pas devenus soudainement complices de la manière dont les cartes de vœux prétendent que les frères devraient l'être. Mais le rapport de force à table avait changé, et je n'en étais plus réduit à y mendier une place. Parfois, les blessures les plus profondes ne proviennent pas d'inconnus. Elles viennent de personnes qui vous ont appris à douter de votre propre valeur. Mais si vous avez passé votre vie à vous faire tout petit simplement pour préserver la paix au sein d'une famille,
j'espère qu'un jour vous cesserez de vous excuser d'exister. Avez-vous déjà choisi le silence dans le seul but de maintenir la paix? Et si vous avez fini par parler